Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant cette situation en particulier, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, à la lumière de cet échec, quels seraient les scénarios possibles qui s'opposent à la région? Alors, certainement, des négociations étaient l'espoir qu'on a pour qu'on puisse en sortir de l'impasse actuelle, mais malheureusement, les deux parties sont venues avec des idées préalables qu'ils ont achevé une victoire et que l'adversaire doit se soumettre à des conditions. Malheureusement, cela n'a pas été de la manière qu'il le pensait, et d'ailleurs, après 21 heures, on a déclaré qu'il y avait un échec total dans les négociations. Cela va imposer certainement une confrontation indirecte, parce que le président Trump, après avoir échoué à convaincre la majorité de son peuple, l'opinion publique américaine contre cette guerre, même ses alliés traditionnels tels que l'Union européenne ou même au Japon, au Corée, ne sont pas d'accord avec cela. On a même vu dernièrement le Premier ministre britannique qui dit qu'on ne va même pas imposer un embargo sur l'Iran tel que le désire le président américain. Alors, dans un contexte de tension croissante maintenant entre les États-Unis et l'Iran, aujourd'hui leur échec ou même ce blocage ne va pas, et c'est un point très important, ne signifie pas simplement la poursuite des tensions. Mais il y aura certainement des pressions, et je trouve que pour répondre à votre question, trois scénarios principaux qui se dessinent. Alors, il y aura un renforcement des sanctions contre l'Iran, un essai d'achever un isolement politique de la part de l'Iran, ce n'est pas tellement effectif, du coup qu'on voit beaucoup de pays qui pensent que l'Iran ne méritait pas d'être traité de cette manière. On le sait tous certainement que le joueur qu'on ne voit pas est le plus important, qui est Israël. Et le troisième scénario, c'est qu'il y aura des essais de pression multilatérale. Alors, ce levier, malgré tout, est un peu affaibli en raison de la position de la Russie, la Chine et d'autres pays, même traditionnellement des alliés aux États-Unis. Alors, cela va nous faire arriver à une escalade indirecte. Je trouve que ce sera le scénario le plus probable, avec des actions clandestines, des pressions vers des acteurs régionaux. Et si on va encore à Israël, et certainement il y aura des intensifications, des tensions, si on peut les appeler périphériques. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez de pression, les pressions de la part de qui? Des États-Unis et Israël ou de la communauté internationale? Alors, en premier temps, c'est les États-Unis. Certainement, en particulier, de chercher plus d'acteurs étatiques pour qu'on puisse bien coincer ou même étrangler l'économie iranienne, de sorte que ce sera une autre question. Le président Trump, lui, on l'a vu toujours, ne peut pas supporter des longues mesures, que ce soit au niveau de la guerre ou même des négociations. Alors, il ne peut pas continuer dans cela, et c'est pour ça qu'il va essayer de mettre une confrontation quasi militaire ou avec des frappes militaires multipliées, des frappes des réactions plus ou moins calibrées. Mais certainement, on doit toujours faire attention de ne pas arriver à une escalade contrôlable. Et c'est ça le point le plus important. Et alors là, dépend de la réponse à elle et comment elle va riposter à ce blocage
pour Hormuz. Et il y a un point très important qu'on ne dit pas. La fermeture de l'étroit d'Hormuz va aussi affecter les autres pays du Golfe qui dépendent sur cet étroit pour exporter leur pétrole. Alors, la question n'est pas seulement de coincer ou d'étrangler l'Iran, mais c'est aussi adressé vers les pays du Golfe qui sont les alliés du président Trump. Alors là, il y a un point qui n'est pas tellement compréhensible. Comment est-ce que cela peut vraiment donner des fruits si on est en train de s'étrangler à soi-même avec certainement ses alliés, les pays du Golfe. Monsieur l'ambassadeur, vous avez bien mentionné les pays du Golfe. Les pays du Golfe ont été déçus, disons-le, par les États-Unis qui ne sont pas intervenus pour les défendre. Et en même temps, les pays du Golfe ont subi les frappes iraniennes. À votre avis, comment peut-on positionner les pays du Golfe? Comment vont-ils jouer dans la période prochaine? Alors, il y a plusieurs points ici. Le premier point, c'est que les pays du Golfe, ils ont été déçus par la politique américaine. Ils l'ont senti, ils l'ont vu que, par exemple, le dôme de fer, qui est seulement dédié à Israël, protéger Israël, et pas la même protection. On sait, et on l'a toujours entendu, que ce sont les propres capacités du Golfe et de ces pays qui ont essayé de contrôler les missiles iraniens et de les faire tomber avant qu'il y ait des dégâts. Mais ce n'est pas vraiment la défense américaine. Alors là, c'est le premier point, c'est qu'il y a une déception dans la position américaine qui est presque dédiée seulement à Israël. D'autre côté, je trouve que c'est un point aussi très important, mais de côté, étant donné que vous posez la question qui concerne les pays du Golfe, c'est l'extension de cette rive à l'Asie. Je parle des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, de Taïwan. Ils ont senti que le président Trump a redéployé une partie des forces américaines qui sont dans la région asiatique pour défendre ces pays, ont été transférés au Moyen-Orient pour compléter avec les autres machines de guerre américaines et livrant ces pays face à face avec la Chine. Alors, ils ont senti que les priorités américaines ne sont pas adressées vers eux. Alors, si on revient à votre question sur ce qui concerne les pays du Golfe, je trouve que les pays du Golfe vont essayer aussi de mettre une pression sur le président Trump de finir avec cet État comme il le désire. C'est l'état de la guerre et non-guerre en même temps. Et ça, c'est un point qui est très difficile parce que les navires ne vont pas accéder facilement les poids d'Hormuz pour prendre le pétrole des pays du Golfe. Et même l'Iran a menacé d'attaquer les pays du Golfe si elle allait attaquer ou même étrangler, parce que si on est tous si je suis étranglé, alors tout le pays doit aussi être étranglé. Et c'est ça le vrai problème. Et d'ici viendra une pression des pays du Golfe envers les États-Unis que cette situation ne peut pas continuer comme ça et qu'on doit arriver à une solution pacifique pour que les affaires, entre guillemets, reprennent et que les pays peuvent continuer avec leur progrès économique et autres. Alors là, je pense que ce sera la situation des pays du Golfe. Il y aura des renforcements avec d'autres pays en dehors des États-Unis, comme on l'a vu par exemple l'Arabie Saoudite avec Pakistan, et comment est-ce que ces efforts peuvent, pour mieux se défendre contre que ce soit les attaques iraniennes ou autres, on doit trouver une solution pour nous défendre. Et si les États-Unis ne sont pas là pour nous, alors on doit chercher un autre joueur, un autre acteur important tel que le Pakistan pour nous défendre. Monsieur l'ambassadeur, il y a eu quand même plusieurs prises de position de la part de leaders européens à l'encontre des exactions américaines. À votre avis, est-ce que la cause est mieux expliquée, la cause de l'Iran face aux États-Unis, compte tenu du fait que les États-Unis ont quand même perdu une bonne partie de leur crédibilité? Effectivement, vous avez totalement raison dans ce que vous dites. Et d'ailleurs, il y a une compréhension générale dans tout le monde que cette guerre est menée par Israël et en faveur d'Israël.
Ce n'est pas dans les meilleurs intérêts des États-Unis de mener une guerre pareille. D'ailleurs, on le voit sur le résultat, que malgré la victoire, entre guillemets, militaire, parce qu'on sait que les dégâts en Iran sont assez forts. Alors, à part cela, je trouve que la bataille ou le conflit politique a été à un certain degré gagné par l'Iran. Ce n'est pas l'Iran qui a commencé cette guerre, qui l'a déclenchée, mais c'était plutôt Israël, avec sa frappe préventive, telle qu'elle le qualifie, contre l'Iran. Et d'autre côté, n'oublions pas un point très important, que selon le droit international, c'était une attaque sur un pays souverain, un pays signataire du traité de non-prolifération, tandis qu'Israël refuse de se joindre à la communauté internationale et même à des plans clandestines en ce qui concerne son programme nucléaire, ce qui montre encore une fois le double standard de la communauté internationale. Même l'Iran, avec ses déclarations continues qu'elle a besoin d'un programme pacifique nucléaire, mais elle n'est pas parmi de l'avoir, même avec toutes les inspections et tous les soumissions au droit international, tandis qu'Israël, qui n'est pas un pays signataire, mais elle jouit, comme d'habitude, d'une protection américaine, ce qui lui permet de faire toujours ce qu'elle fait. Alors, comme vous avez dit, alors on a rouillé exactement la crédibilité américaine, que ce soit parmi ses alliés traditionnels, tels que les pays de l'Europe en général, ou même des pays asiatiques, tels que le Japon, la Corée, et ainsi de suite, et que tout le monde reconnaît que ce n'était pas la guerre favorite de l'Iran, pour cela, des États-Unis, pardon, et c'est pour ça que le président américain cherchait à tout prix de négocier une paix sur des conditions certainement qu'il veut dicter, ce qui n'a pas marché, et du coup on va arriver à cette confrontation que j'espère limiter et qu'il n'y aura pas un embrassement total dans la région. Et qu'en est-il quant à la position de deux puissances importantes telles la Russie et la Chine? Alors, certainement, c'est en faveur de, parce que tous ces efforts sont en train d'épuiser les États-Unis, et leur stock, on a entendu que les États-Unis ont utilisé à peu près 30% de ces capacités antimissiles, et que cela aura besoin des années pour pouvoir les remplacer. Et d'autre côté, certainement, ils profitent de cet affaiblissement américain général, mais sans vouloir arriver à un chaos total. La Chine, de son côté, je trouve qu'elle privilège la stabilité et cherche à tout prix aussi à protéger ses intérêts économiques. N'oublions pas que c'est un point très important de mentionner que, moi, selon un observateur neutre, je trouve que tout cela, à la fin du compte, est adressé contre la Chine. C'est une politique américaine d'affaiblir la Chine qui approche très vite d'être la première puissance mondiale et remplacer les États-Unis dans cette position. On a commencé par le Venezuela, qui compte à peu près 30% des importations chinoises du pétrole, et ensuite maintenant avec l'Iran, pour priver l'Iran de son pétrole, son énergie dont elle a besoin pour continuer son progrès économique. Alors là, c'est un coup destiné à affaiblir la Chine, de lui priver de son pétrole, que le contrôle de l'énergie dont la Chine en a besoin est dans les mains des États-Unis, que ce soit au Venezuela ou l'Iran, ce qui peut vraiment affaiblir ou même heurter l'économie chinoise, un point très important pour la Chine. Et c'est pour ça que je trouve que la Chine va essayer aussi de mettre pression. Et on a déjà entendu qu'elle était un joueur privé, si on peut dire, durant les dernières négociations, dans les coulisses,
mais quand même un acteur très important, très efficace. Monsieur l'ambassadeur, il y a quand même des ripostes à l'intérieur des États-Unis, des ripostes internes, et il y a des objections internes face aux exactions et aux décisions de Trump et face à cette galère dans laquelle il entraîne les États-Unis. À votre avis, est-ce que son propre pays, son propre peuple pourrait réussir quand même à limiter ces exactions et à mettre terme à ces exactions? À un certain niveau, oui, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne voit pas une reprise de la confrontation générale militaire, mais plutôt d'une manière clandestine, en utilisant toujours des guerres de procuration avec les alliés qui peuvent jouer un rôle assez important, notamment Israël ici. Mais certainement, les États-Unis sont dans un état faible. Le président Trump n'a pas oublié certainement qu'il approche des élections du Sénat et du Congrès. Et s'il perd la majorité dont il jouit actuellement, avec une majorité républicaine dans les deux maisons, alors cela peut peut affecter le reste de son règne et les 2 dernières années de son pouvoir à la Maison-Blanche. Parce qu'avec une majorité démocrate au Sénat et au Congrès, cela va sûrement affaiblir, notamment avec les décisions qu'il prend sans prendre la permission de son propre Parlement. Et si cela passe actuellement à cause de la majorité républicaine, cela ne va pas passer de la même manière dont il y aura une majorité démocrate. Alors, ça c'est au point de vue interne. Certainement, il y a une autre opposition qui est externe, des alliés les plus proches aux États-Unis qui sont contre la guerre et qui trouvent qu'il y avait des méthodes diplomatiques. Mais on le sait tous que cette guerre a commencé et ne terminera jamais qu'avec l'accord ou la compréhension de l'État d'Israël terminer cette guerre, parce que c'est Israël qui a mené cette guerre. C'est elle qui contrôle maintenant cette politique du point de vue américain et du point de vue du peuple américain. Pour la première fois, on entend que même son propre mouvement, qui est le MAGA, Make America Great Again, sont contre les décisions parce qu'ils trouvent que cette guerre est menée en faveur d'Israël et pas en faveur des États-Unis. L'intérêt n'est pas pour les États-Unis dans cette guerre. C'est pour ça que le président Trump cherche à tout prix d'en s'en sortir, mais toujours en gardant face qu'il n'a pas perdu. Et c'est pour ça qu'il est en train de déclarer tout le temps qu'il a gagné la guerre. Mais il est loin de l'avoir gagné, tout simplement parce que l'Iran est toujours là. Le régime n'a pas tombé comme les prédictions israéliennes au début, qu'une fois qu'on va cibler le guide suprême Ali Khamenei, le pouvoir va tomber et le peuple va réagir et on va renverser le régime. Cela ne s'est pas passé, au contraire, le peuple a entouré son leadership pour pouvoir défendre leur pays. Et je pense que c'est une faute stratégique de la part des États-Unis qui a mal calculé le pouvoir du peuple iranien. C'est là 90 millions de personnes. Ce n'est pas un pays marginal, mais c'est un pays avec une histoire, avec un pays qui a une civilisation. C'est d'ailleurs un des points qu'il a mentionné, qu'il va effacer cette civilisation du monde, et on a même pensé qu'il va penser à utiliser une bombe nucléaire tactique. Alors, la situation devient de plus en plus serrée aussi à cause de l'opinion publique américaine qui risque d'étrangler le président Trump lui-même à cause de ses malcalculations. Oui,
Justement, vous avez mentionné le fait que les États-Unis déclarent qu'ils ont gagné la guerre. Mais est-ce que vraiment il y a un gagnant dans cette guerre? La courte réponse serait non, tout le monde a perdu. Mais il y a une réponse qui est un peu plus longue, qu'on parle de deux victoires. Dans n'importe quelle guerre, on doit avoir deux victoires ensemble, côte à côte, en parallèle. La victoire militaire et la victoire politique. Pourquoi les deux pays, que ce soit l'Iran ou les États-Unis, sont en train, chacun de son point de vue, déclarer qu'il a gagné la guerre et qu'il est victorieux de cette guerre? Les États-Unis, parce qu'ils ont ciblé beaucoup de cibles militaires, nucléaires et même civils importants, et ils ont même, selon eux, changé le régime, étant donné que le guide suprême n'est plus en pouvoir, mais il a été remplacé par son fils. Et ça, c'est de point de vue militaire, que les États-Unis et Israël ont pu mener une certaine victoire militaire. Même si elle n'est pas totale, mais quand même, ils ont eu le pouvoir. Et on peut voir le nombre de morts dans chacun des deux camps, on va constater facilement, et certainement les dégâts matériels, on peut constater facilement que c'est l'Iran qui a perdu. Oui, voilà. Tout à fait. Mais d'autre côté, la victoire politique a été menée par l'Iran. Jusqu'à maintenant, l'Iran est debout, le système, le régime n'est pas tombé et est toujours à spot, et elle menace même de réattaquer et de relancer. Oui. C'est pour ça que chacun peut se vanter d'avoir gagné la victoire. Effectivement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour avoir été avec nous aujourd'hui. À tout de suite.